Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de cette formation, dans laquelle on a vu donc dans une première partie comment déterminer les zones intéressantes. On va voir dans cette deuxième partie comment se préparer, comment affiner nos sorties de manière à s'assurer de faire des journées en toute sécurité et puis passer de bons moments. Ce qu'on va voir dans cette deuxième partie, au travers de vidéos un petit peu plus courtes que sur la première partie, on fera un tour de la réglementation, qu'elle soit nationale ou régionale. On va d'ailleurs commencer par là dans cette première vidéo. Ensuite, on parlera de l'accessibilité des zones que vous aurez identifiées. On essaiera de voir comment on peut s'assurer que la sortie que vous avez envisagée soit faisable. Ensuite, on parlera, toujours dans un souci de sécurité, on parlera des courants marins. Ensuite, on fera un petit tour assez rapide là, sur les conditions météo, comment s'assurer que les conditions météo soient plutôt favorables, et en quoi ça peut avoir un impact sur la visibilité, l'état de la mer, et les courants aussi, parce que le vent aura une incidence sur les courants. Ensuite, on parlera de matériel et techniques de pêche. Je vous donnerai quelques conseils sur le matériel, que ce soit en termes d'adaptation aux différentes techniques de pêche, et puis globalement, si vous avez besoin d'acquérir ou changer, de renouveler ou acheter du matériel neuf, je vous donnerai mon avis là-dessus, et puis on parlera rapidement des techniques de pêche, même si c'est pas le but, mais on en fera un petit tour, et puis on terminera par un outil d'apprentissage qui est le carnet de pêche, où je vous montrerai comment on l'utilise de manière intelligente, de façon à faire parler toutes les informations que vous aurez pu saisir à l'intérieur. Voilà pour le programme. Alors, on attaque tout de suite avec la partie réglementation et sécurité, parce que je vous donnerai quelques conseils perso à la fin sur des questions de bon sens sur la sécurité. Alors il faut savoir que la réglementation, vous avez deux types de réglementation. Vous avez la réglementation d'ordre national, qui comporte des obligations et interdictions, notamment liées à la taille des poissons, donc ce qu'on appelle la maille, ou la quantité des poissons prélevés. Il y a eu par exemple récemment une loi européenne qui interdit la pêche du bar au-delà du 48e parallèle. En gros, le 48e, pour info, il passe à hauteur de la pointe de Crozon en Bretagne, et il coupe la France en deux sur du 2 tiers sud, 1 tiers nord. Et toute la partie nord de la France n'a dorénavant plus le droit de pêcher le bar, alors que la partie sud, on est limité à 3 bars par jour et par personne. Voilà, donc c'est un exemple de réglementation. Il faut savoir que ces réglementations évoluent d'année en année. Donc il est intéressant de se tenir au jus de ce qui se passe là-dedans. Alors pour ça, les groupes Facebook sont super intéressants, parce que vous avez plein de gens qui font de la veille, que ce soit des gens qui sont au sein des fédérations, parce que c'est souvent les premiers au courant, pour une raison simple, c'est qu'ils sont assez régulièrement, pas suffisamment, mais assez régulièrement consultés dans le cadre de ce genre de décision. Donc ils sont assez au courant, ou en tout cas avant nous, de tout ce qui se dessine en termes de réglementation, et puis c'est les premiers à en faire part à tout le monde sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs on les en remercie parce que c'est très sympa. Donc voilà pour la réglementation nationale, et il existe aussi une réglementation régionale qui va venir rajouter quelques interdictions, notamment sur des zones de pêche. Et puis vous pouvez avoir aussi des contraintes liées à la maille, ou des quantités de poissons, ou des tailles de poissons, donc la maille, qui seraient différentes d'une région à l'autre. Voilà, je vous montrerai comment on va chercher ces informations-là juste après. Mais avant ça, je voulais qu'on attaque par le volet national, parce que là, il y a quelques grands principes à voir, et il faut absolument que vous respectiez ces obligations et ces quelques règles de sécurité. Alors, s'il fallait il y a encore quelques années avoir un permis de chasse, je vous dis ça de tête, c'était valable jusqu'en 2009 il me semble. Il fallait aller en préfecture, aux affaires maritimes,
et demander un permis de chasse, enfin de pêche sous-marine. Donc ça, c'est plus le cas maintenant. Il vous suffit d'avoir au minimum 16 ans pour pêcher avec un fusil. Et si vous pêchez, alors par contre si vous allez par exemple aux araignées ou alors vous pêchez avec une fouine, vous pouvez attaquer plus tôt, aux alentours des 14 ans. Enfin si vous pêchez avec rien du tout, de toute façon vous y allez à l'âge que vous voulez, mais avec une fouine c'est 14 ans. De toute façon il faut être accompagné dans ces cas-là par quelqu'un de plus grand pour assurer le coup. Donc 16 ans si vous voulez pratiquer avec un fusil ou une arbalète. La deuxième obligation que vous avez, est incontournable, parce que c'est bien elle qui remplace le permis, c'est que vous devez être absolument assuré. D'ailleurs, en cas de contrôle, les gendarmes maritimes vous demanderont une attestation d'assurance, donc vous devez l'avoir sur vous, ainsi que des papiers d'identité pour pouvoir vérifier que vous êtes bien le détenteur de l'assurance présentée. Alors cette attestation d'assurance, si vous êtes en bateau, vous devez impérativement l'avoir à bord. Si vous partez du bord et que vous êtes à la palme, vous n'êtes pas obligé de l'avoir avec vous dans l'eau, par contre vous êtes obligé de l'avoir un minimum dans la voiture, avec les papiers d'identité. Donc ça, on va revenir dessus sur cette assurance, parce qu'il y a vraiment il y a plusieurs précisions à apporter là-dessus. C'est ce qu'on voit tout de suite. Alors, d'abord, pourquoi être assuré, au-delà de la notion d'obligation, et surtout quel risque assurer ? L'obligation d'assurance que vous avez concerne tous les dommages que vous pourriez causer à autrui, que ce soit sur sa personne ou ses biens. Je m'explique. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Vous chassez à deux, ou alors vous chassez, vous croisez quelqu'un, vous lui mettez une flèche dans le mollet. C'est votre assurance qui prendra tous les frais en charge. Si vous abîmez le bateau de quelqu'un, par exemple, en action de pêche, parce que je sais pas comment vous pourriez l'abîmer, pareil, une flèche ou n'importe quoi, ou alors tout simplement vous larguez son amarre, puis le bateau va s'échouer quelque part, bref, tous les dégâts que vous pourriez causer sur ces biens seraient pris en compte par cette assurance. C'est le même genre d'assurance que vous êtes contraint de souscrire quand vos enfants sont à l'école. C'est ce qu'on appelle la responsabilité civile. On va y revenir juste après, mais voilà les seuls risques que vous êtes obligé d'assurer, et voilà la façon dont vous devez l'assurer, c'est au travers d'une responsabilité civile. Donc bien souvent vous avez déjà cette responsabilité civile, mais par contre il faut impérativement que vous fassiez faire auprès de votre assureur une attestation comme quoi vous êtes couvert dans le cadre de la pratique de la pêche sous-marine. Mettez pêche ou chasse sous-marine, ça ne changera rien du tout. Mais demandez une attestation, et cette attestation, moi je vous conseille de la plastifier, parce que vous allez voir que si vous faites plusieurs sorties dans l'année, elle ramasse quoi. Donc voilà pour l'obligation. Ce qui n'est pas obligatoire, et qui à mon sens devrait l'être, c'est les frais d'hospitalisation suite à un accident. Mais il n'y a pas que ça. Donc ça, c'est pas obligatoire de les assurer, pour info. Il y a aussi les frais de recherche en mer. Parce que si vous arrive un pépin en mer, il faut savoir qu'il y a tout un processus qui se met en marche. Il y a la SNSM. Alors la SNSM est gratuite pour info pour tout ce qui est secours à la personne. Par contre, si jamais il y a une embarcation à récupérer, c'est-à-dire récupérer un kayak, récupérer un bateau, etc., ça c'est le genre de choses qui sont payants. Bon, ça va pas chercher très loin, mais on parle en centaines d'euros là pour info. Je vous dis ça de tête, je crois que pour un bateau ça doit être dans les 500 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est pas des millions non plus, mais voilà, ça peut surprendre dans certains cas. Donc n'hésitez pas à être assuré. Alors généralement quand vous avez un bateau, de toute façon vous avez l'assurance qui va avec. Mais je prends le cas d'un kayak ou de choses comme ça, vous n'avez pas d'assurance particulière. Ensuite, toujours dans ces frais de recherche en mer, si vous arrive un pépin en mer et qu'ils sont obligés de lancer des recherches, notamment par le biais d'un hélicoptère, il faut savoir que l'hélico n'est pas gratuit, lui, et ça coûte, pour vous situer, 6 000 € de l'heure. Donc c'est un type de recherche qui coûte extrêmement cher. Et si jamais il vous arrive un vrai pépin et que vous y restez, au-delà en plus du malheur et tout ce que vous allez apporter à votre famille, il est bon de ne pas lui apporter en plus des problèmes d'argent. Donc soyez vigilants là-dessus. Moi je vous conseille fortement de vous intéresser à vos assurances et puis de voir comment vous pouvez couvrir ce genre de frais.
Alors comment vous assurer sur tous ces risques-là? Alors il y a plusieurs types de contrats qui peuvent vous aider. D'abord, la responsabilité civile, je vous ai dit, elle est juste incontournable. C'est une obligation légale. Donc ça, vous en ferez votre affaire. À vous comment dire, de contacter votre assureur. Ensuite, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, dans les risques à assurer, il y a la notion aussi de rapatriement, d'assistance à la personne, c'est-à-dire, par exemple, ça nous est arrivé au ski cette année, mon épouse s'est tordu le genou et on a dû la descendre des pistes et la rapatrier vers la Bretagne en partant des Pyrénées. Eh bien, c'est notre contrat auto qui a tout pris en charge. Ils ont pris en charge la descente des sauveteurs des pistes. Ils ont pris en charge l'ambulance pour l'amener jusqu'à l'hosto le jour J. Et ils ont pris en charge le VSL, donc c'est l'ambulance qui l'a rapatrié jusqu'en Bretagne, avec 2 chauffeurs, etc. C'est des coûts qui sont pas neutres. Les chauffeurs me disaient que ça coûte pour info 2 euros par kilomètre. Donc là, on en aurait eu pour à peu près 2000 euros de rapatriement si ça n'avait pas été pris en charge par notre contrat auto. Alors par contre, il faut savoir, j'en profite, hein, c'est tout frais, ça a quelques semaines, notre assurance auto nous a dit qu'il fallait impérativement qu'on soit parti en vacances avec notre voiture. Si on était parti en train ou en avion, le contrat auto n'aurait pas fonctionné. Donc attention à ça. Dans ces cas-là, vous pouvez avoir d'autres types d'assurances qui viennent en relais. Vous pouvez avoir votre carte bancaire, dans lequel vous pouvez avoir un volet assistance à la personne. Par contre, attention, par exemple, si vous partez en train en vacances et que vous partez pêcher ou faire n'importe quel sport, il faut impérativement que vous ayez payé votre moyen de locomotion avec votre carte bancaire si vous voulez que l'assurance fonctionne. Donc il y a des situations pour acheter des billets de train où ça se fait bien. Il y a des situations où, par exemple, si vous partez à l'autre bout de la planète, à l'île Maurice, machin, ça m'est arrivé il y a quelques temps où j'ai réservé des billets pour toute la famille, y compris de la famille proche, où j'ai réservé pour tout le monde avant qu'on se fasse rembourser, si vous voulez, et on en a eu pour plus de 9000 euros. Donc dans ces cas-là, vous payez pas par carte bleue, vous faites un chèque et puis vous gérez vos virements après. Donc là, en l'occurrence, je sais que le volet assurance de ma carte bleue ne fonctionnera pas. Donc on a pris une assurance complémentaire sur annulation, rapatriement, etc. Mais ça peut être une solution intéressante dans certains cas. Donc regardez bien, si vous avez la Mastercard, je sais qu'ils excluent la plongée sous-marine, c'est-à-dire la plongée en bouteille, à cause des accidents liés notamment au barotraumatisme et aux problèmes de décompression, auxquels on est quand même moins sujet en pêche sous-marine. Donc c'est pas noté sur le contrat Mastercard exclusion de la pêche ou la chasse sous-marine. C'est marqué qu'exclusion de la plongée sous-marine. Donc voilà pour ça. Ensuite, vous pouvez avoir... Donc tout ça, ça concerne le rapatriement. Assistance à la personne et rapatriement. Ensuite, vous pouvez avoir d'autres incidences. Par exemple, si vous arrivez à un pépin, un problème de décompression dans l'eau. C'est-à-dire vous n'arrivez pas à décompresser quand vous descendez avec vos oreilles, vous insistez trop et vous percez votre tympan. Il faut savoir que dans ce cas-là, quand vous déchirez votre tympan, vous perdez... En clair, vous pouvez devenir sourd et c'est juste irrémédiable. Donc soit vous perdez en audition, soit vous devenez carrément sourd. Donc c'est... enfin sourd d'une oreille. Donc ça peut être assez embêtant, c'est le moins qu'on puisse dire, pour le reste de ce qui vous reste à vivre. Donc dans ces cas-là, vous pouvez être contraint de vous appareiller, c'est-à-dire rajouter des prothèses auditives. Et vous avez certaines assurances qui peuvent prendre ce genre de risque en compte. C'est le cas notamment des assurances spécifiques des clubs. Moi, je fais partie d'un club qui est rattaché à la fédération FFE-SSM. Et je sais que le contrat d'assurance qu'on a prévoit ce genre de choses. Alors je vous invite d'abord, je vous invite à vous rapprocher de club parce que franchement c'est quelque chose de super quand vous voulez progresser, mais ça a aussi ce genre d'avantage, c'est que vous avez des contrats d'assurance très très spécifiques. Et toutes les fédés, c'est-à-dire les trois fédérations sportives orientées sur les activités subaquatiques sont la FFE-SSM, FNPSA et FCSMP.
Et les trois ont des contrats d'assurance différents mais spécifiques à leurs activités. Donc voilà, jetez-y un petit coup d'œil, c'est très très intéressant. Dernier élément, le contrat accident de la vie. Alors c'est une option que peuvent vous proposer certains assureurs. Vous pourriez éventuellement l'avoir dans votre contrat d'habitation. Ça peut être une option d'un contrat d'habitation ou ça peut faire l'objet d'un contrat spécifique. Celui-ci est dédié à l'assistance de la personne une fois à son domicile. C'est-à-dire que si par exemple il vous arrive un pépin et que vous avez besoin d'une aide ménagère, ou vous avez besoin de quelques heures de kiné ou de choses comme ça à votre domicile, eh bien c'est ce contrat-là qui viendra prendre en charge tout ou partie de ces frais-là. Donc voilà pour ce qui est des assurances. Vous avez vu que finalement il peut y avoir plein d'incidences derrière un pépin. Et que finalement l'obligation d'assurance ne couvre que les dégâts que vous pourriez causer aux autres, mais absolument pas à votre personne. Donc restez vigilants sur ce point-là, et puis je vous invite moi à creuser ce point qui me semble très très important, et puis de toute façon c'est une obligation, donc jetez-y un petit coup d'œil. Autre obligation, vous devez impérativement vous signaler quand vous êtes en mer. Alors vous pouvez vous signaler soit par le biais d'une bouée plus son pavillon, ce qu'on appelle le pavillon, c'est le drapeau qui est attaché à la bouée. Ou alors si vous êtes en bateau, le bateau peut faire office de bouée, par contre vous devez impérativement mettre le pavillon dessus. Donc ça c'est une obligation légale. Les bouées, on verra un petit peu plus loin là dans le chapitre lié au matériel, on verra qu'il y a plusieurs types de bouées, mais que toutes de toute façon ont un drapeau, donc un pavillon. Les règles maritimes, alors ça vous devez impérativement les respecter. C'est aussi une obligation. C'est-à-dire que si vous êtes en bateau ou si vous êtes en kayak, eh bien vous devez impérativement respecter les règles liées à la navigation. C'est-à-dire, en fonction de votre permis, vous ne devez pas dépasser une certaine distance. Si vous avez le permis côtier par exemple, c'est 5000 des côtes. Si vous avez un kayak qui n'est pas un kayak mer, vous ne pouvez pas dépasser les... Alors je sais plus, je sais plus si c'est 300 mètres ou 1000 des côtes, il me semble que c'est 300 mètres. Et vous avez certains kayaks équipés de mer, où là vous pouvez aller jusqu'à 5000. Vous devez impérativement avoir l'armement dans un bateau. Voilà, bref, toutes les règles de navigation vous sont dévolues dès lors que vous naviguez au sein d'une embarcation. Et puis vous avez aussi des contraintes, des obligations liées aux prises, donc aux boissons que vous pêcherez. Vous devez impérativement marquer le poisson. Le poisson ou crustacé. Depuis quelques années maintenant, vous devez découper une nageoire. Vous verrez, je vous mettrai ça en pièce jointe. Vous aurez les mailles en document support, toute la maille nationale, donc les tailles réglementaires, et puis aussi le marquage, parce que vous verrez que le marquage, c'est un marquage spécifique à tel endroit sur telle nageoire, etc. Et puis pareil pour les crustacés. Et pourquoi ce marquage ? Tout simplement parce qu'il est interdit de vendre vos prises. C'est-à-dire que tout ce que vous pêchez, vous pouvez le consommer, vous pouvez le donner à votre cercle proche, mais vous pouvez absolument pas en faire un commerce. Donc c'est justement pour éviter le braconnage, c'est-à-dire la pêche illégale et la revente, on vous demande impérativement de couper les nageoires de vos poissons. Alors, quand vous êtes en bateau, pour info, vous devez le faire dès que le bateau est à bord, dès que le poisson est à bord. Si vous êtes en palmasque, sans bateau, quoi, vous devez le faire avant d'arriver à terre. Voilà. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire contrôler à la sortie de l'eau. Donc, que ce soit dans l'eau quand on était en bateau ou à la sortie quand on partait du bord. Donc, ils attendent pas que vous soyez remonté jusqu'à votre voiture. Ils viennent vous chercher très logiquement sur la plage. Voilà pour ce qui est des obligations et règles de sécurité obligatoires et qui sont imposées par la réglementation nationale. Toujours dans le volet de la réglementation nationale, vous avez également quelques interdictions. D'abord des interdictions liées au matériel. Par exemple, votre arbalète ne doit en aucun cas être chargée quand vous êtes hors de l'eau. C'est une interdiction, c'est aussi une question de bon sens.
Mais c'est avant tout une interdiction. Ensuite, pour des raisons évidentes de sécurité, hein, on ne revient pas dessus. Ensuite, il est interdit d'utiliser un locoplongeur. Locoplongeur, vous savez, c'est un espèce de... c'est un moteur à hélice sous-marin qu'on peut utiliser dans le cadre de randonnées subaquatiques, souvent en bouteille. C'est un petit scooter sous-marin qui vous aide à vous déplacer. Donc ça, c'est interdit de l'utiliser en même temps que vous pêchez. Tout comme en France, il est interdit de pêcher avec un foyer lumineux, ce qui à mon sens un non-sens, mais c'est autorisé par exemple en Italie, c'est-à-dire vous ne pouvez pas pêcher avec une lampe torche. Alors pourquoi je dis que c'est un non-sens? Parce que quand vous pêchez à trous, des fois l'obscurité faisante, vous tirez pas exactement où vous voulez, puis vous prenez pas vous tirez pas le poisson que vous vouliez tirer, et puis c'est dommage quoi. C'est dommage parce que ça se trouve vous allez sortir un poisson petit ou en deçà de la maille alors que vous pensiez avoir l'autre, juste parce que vous voyez très mal. Donc ne serait-ce que pour s'assurer de ne prendre que les bonnes prises, eh ben, ce serait intéressant qu'on l'ait. Alors il y a probablement d'autres, enfin des raisons qui m'échappent, mais voilà, je trouve ça dommage pour cette raison-là. Mais ça reste que mon avis perso, il faut le respecter. Interdit d'avoir une lampe avec vous. Ensuite, détenir au sein d'un bateau simultanément une arbalète et une bouteille, c'est juste interdit. Enfin, des bouteilles de plongée, c'est juste interdit. Et il est même interdit d'avoir tout autre mode de moyen de respirer, parce il y a maintenant des tout petits appareils là, qui ressemblent à un détendeur, que vous pouvez mettre juste au bout de la bouche, et puis vous avez quelques minutes d'autonomie avec ça. Donc ça, plus une arbalète à bord, c'est interdit. Combien même vous n'êtes pas dans l'eau, vous pouvez vous prendre une prune pour ça. Parce qu'il est interdit de pêcher donc avec un moyen de respiration autonome qu'on appelle ça, donc un moyen de respirer autre. Il n'y a guère que des pêcheurs professionnels, et encore il n'y a pas beaucoup de licences en France. Il y a quelques pêcheurs professionnels, mais qui payent des taxes particulières là-dessus, et qui bénéficient de cette autorisation-là, de pêcher avec des bouteilles. Voilà. Ensuite, il est interdit de pêcher le crustacé avec une arbalète ou une fouenne. C'est-à-dire le homard, il est interdit de le flécher. Vous devez impérativement l'attraper à la main, parce que vous pouvez ni utiliser une arbalète, ni une fouenne. Et vous pouvez même pas utiliser un lasso. Un lasso, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans les Caraïbes, notamment pour attraper la langouste. Ce qui est plutôt intéressant parce que ça l'abîme pas, ce qui fait que si jamais elle était trop petite ou quoi que ce soit, ou vous êtes en capacité de la remettre à l'eau, vous l'avez pas abîmée. Bon, c'est interdit en France, donc voilà. Donc les crustacés, c'est à la main, les amis. Ensuite, il existe aussi quelques interdictions liées à la pratique. Il est interdit de pêcher de nuit. Il est interdit de pêcher de nuit, alors je sais que dans le sud, on pêche énormément au lever, au coucher de la nuit, parce que le poisson est là, et c'est à cet endroit-là, à ce moment-là de la journée qu'il se nourrit. Bon voilà, faut pas dépasser les horaires, faut pas aller trop tôt, faut pas aller trop tard non plus. N'empiétez pas trop là-dessus. Il est interdit de se rapprocher à moins de 100 mètres d'une ferme maritime. Il est également interdit de s'approcher à moins de 150 mètres d'un bateau en action de pêche, ou même d'un filet. C'est-à-dire combien même il n'y a pas le bateau, si vous avez deux bouées qui vous signalent qu'au fond il y a un filet, vous ne devez pas approcher à moins de 150 mètres. Et voilà, c'est quelque chose vraiment à respecter. Pour les filets, c'est important parce que vous pouvez vous prendre dedans. Et puis une fois qu'on est dedans, c'est vraiment pas simple de s'en sortir. Ce qui est interdit, il est interdit de pêcher dans des ports, dans les zones de baignade, dans les réserves et parcs naturels, et puis dans les zones militaires. Bon, je reviens pas dessus, c'est assez explicite. Les ports, les zones de baignade, si jamais vous êtes amené à vous mettre à l'eau dans une zone de baignade, je vous conseille de vous faire discret, parce que c'est quelque chose qui peut déplaire aux baigneurs, et ça se comprend. Le fusil, vous l'armez qu'une fois que vous êtes sorti de cette zone de baignade. Combien même vous êtes dans l'eau, vous auriez le droit de l'armer. Bon, moi je vous conseille d'avoir passé les zones de baignade, etc. Comme ça on peut pas vous dire vous êtes en action de pêche. Vous sortez, vous allez beaucoup plus loin, puis une fois que vous êtes au large, là vous armez, et puis vous commencez réellement à pêcher, quoi.
Mais soyez respectueux des touristes et baigneurs, ce serait sympa pour tout le monde. Alors toute cette information, que je viens de détailler, je vous en ai fait un résumé, mais vous avez toute l'information qui se trouve sur le site legifrance.gouv.fr. Est-ce que j'ai le lien? J'ai pas le lien, mais vous tapez, c'est ça l'adresse, legifrance.gouv.fr, et puis là-dessus vous avez tous les textes de loi pour ceux ceux qui aiment lire ce genre de choses, ou sinon vous avez des raccourcis intéressants sur les sites des 3 fédérations qui en ont fait des synthèses. Franchement, c'est bien, quoi. En 1 ou 2 pages, vous avez l'essentiel des textes de loi, avec non pas du jargon juridique, mais vraiment des mots simples, quoi. Donc rendez-vous sur ces sites-là, parce que franchement, ils sont très très bien, que ce soit pour des questions de réglementation, d'actualité, ils organisent régulièrement des stages, alors qui sont consacrés à... Il faut faire partie des fédérations, mais franchement, il y a des trucs très très intéressants. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous le conseille fortement. La réglementation régionale maintenant. Alors il faut savoir que en complément de la réglementation nationale, vous avez des compléments régionaux. Je prends l'exemple par exemple de la pêche à la coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques, si vous allez dans le 35, c'est-à-dire l'Ille-et-Vilaine au-dessus de Rennes, du côté de Saint-Malo là, ou alors si vous allez dans le 22, c'est-à-dire Saint-Brieuc, voire même Dinan, qui est juste en face de Dinard-Saint-Malo. Dinard-Saint-Malo, on est dans le 35. Vous allez de l'autre côté de la passe, et puis vous êtes dans le 22, donc à quelques kilomètres à vol d'oiseau. Vous êtes sur 2 départements différents. Alors il faut savoir que la réglementation est complètement différente. Dans le 35, vous avez le droit de pêcher du lundi au vendredi, et vous avez le droit à 30 coquilles Saint-Jacques par jour et par personne. Et avec une maille de mémoire, je vous dirai des bêtises, c'est aux alentours des 11-12 cm. Vous le verrez sur le support. Donc voilà, quand vous allez dans le 22, la réglementation est différente. Je vous le disais encore de tête, hein, il me semble que c'est 15 coquilles au lieu de 30 par jour et par personne, et en plus, vous étiez encore il y a quelques temps limité à 2 heures de plongée par jour. Donc il y a des créneaux horaires comme ça. Donc la réglementation elle peut être différente d'un département à l'autre. Donc c'est pour ça, je parle de région d'ailleurs, j'aurais dû marquer départemental, et non pas régional. L'information, vous pouvez la trouver sur le site de la préfecture, du département concerné ou aux affaires maritimes. Alors tiens, je vous ai pas mis le lien, donc c'est pas grave, on va aller par internet et puis je vais vous taper par exemple réglementation chasse sous-marine et on va prendre le Morbihan par exemple. Tac. Et donc quand vous tapez ça, vous allez avoir différents résultats, dont certains devraient flécher directement sur le site de la préfecture. Parce que là, par contre, les sites des fédérations vont pas ou peu vous renseigner sur la question. Bon là j'ai un petit bug, je mets sur pause et je vous reprends juste après. Alors voilà, j'ai ma box qui est un petit peu ramée. Donc je vois là morbihan.gouv.fr, ce qui est donc le site de la préfecture, où la dernière mise à jour, donc qui date de 2013, me donne un rapide rappel de la réglementation nationale. Et puis vous avez ici les documents liés aux ajouts régionaux ou départementaux, encore une fois. Ça va être encore un... Non, c'est bon, super, ça arrive un peu plus vite. On a des fois des petits problèmes de connexion.
par chez moi. Donc des arrêtés et une carte. Voilà. Donc les arrêtés, c'est ce qu'on appelle un arrêté, c'est le texte de loi qui vient préciser une interdiction, une obligation. Donc c'est des choses euh, qui sont la plupart du temps à l'origine soit des communes qui ont un certain nombre de compétences, ou alors de départements et régions. Connecter là-dessus parce que... Voilà, bon, j'ai été obligé de me connecter en 4G parce que j'ai ma box qui déconne un petit peu. Donc je vous disais, on a une carte ici et puis deux arrêtés. Je vais vous montrer à quoi ressemble un arrêté. Voilà, donc arrêté qui a été validé cette fois-ci par la préfecture pour celui-ci. Alors c'est des textes de loi, hein, c'est un petit peu chiant à lire, mais en tout cas voilà, vous avez l'essentiel de la loi. Ici par exemple on a les interdictions aux endroits où c'est interdit, puis les particularités par zone, quoi. La zone de Saint-Malo, la zone de Saint-Brieuc, la zone de Paimpol, etc. etc. Là pour info, vous voyez tout à l'heure j'ai tapé réglementation Morbihan. Et du coup, le site de la préfecture du Morbihan m'a envoyé la réglementation régionale, parce que là, on avait des textes régionaux. Et puis, il y a aussi la carte ici, qui s'est enfin affichée, où je vois, sur le Morbihan cette fois-ci, les zones d'interdiction de pêche. Donc voilà, il y a des choses, c'est assez simple, vous voyez, c'est en accès direct, quand vous n'avez pas de problème de box, ça se fait en 2 clics, et puis ça vous permet d'être au fait de ce qu'il y a, de ce que vous avez le droit de faire ou pas, parce qu'il y a quand même pas mal de zones où la pêche est interdite pour différentes raisons. Je vais retourner en diapo, et on termine avec, voilà, un petit conseil perso. Prévenez toujours quelqu'un quand vous partez pêcher, c'est à mon sens indispensable. Si jamais il vous arrive quoi que ce soit, on a parlé réglementation, obligation, on a parlé aussi un peu de sécurité. La première des sécurités, c'est de prévenir. Vous dites voilà, demain je vais pêcher à tel endroit. Et puis je me mets à l'eau, voilà, je prévois de me mettre à l'eau à 10h, à 11h, à 9h. Et puis je pense rester à peu près 3 heures dans l'eau, quoi. Donc en gros, ne t'inquiète pas avant telle heure, et puis laisse-moi 1 heure ou 2 de marge de sécurité, au cas où j'ai pas vu l'heure passer, et puis voilà. Ça c'est indispensable, parce que si vous arrive le moindre pépin, si personne n'est au courant de là où vous êtes, voilà, ça va pas simplifier les recherches derrière, donc prêtez-y attention. Ce que je vous conseille, c'est de faire des imprimés écran de la carte. Maintenant que vous savez aller identifier vos zones, vous faites un imprimé écran, vous allez voir, bah d'ailleurs on va le faire ensemble. Ça prend 30 secondes et vous avez un outil, 30 secondes, allez j'exagère, ça prend 2 minutes, et puis vous avez un outil sympa qui s'appelle, dans Windows, qui est complètement gratuit, qui s'appelle l'outil de capture d'écran. Et qui évite d'avoir à faire des copier-coller dans du Word ou dans du Paint ou n'importe quoi. Je vais vous montrer, je vais retourner sur mon bureau, je vais vous montrer comment on fait ça. Vous allez, alors là je suis en Windows 10. Windows 10, j'ai un menu, j'ai une fonction en bas à gauche là, rechercher. Ou sinon, dans les anciennes versions de Windows, ça devait être dans démarrer, rechercher, le bouton qui était à gauche là. Donc vous cliquez sur rechercher et puis vous mettez capture d'écran, et vous voyez le premier résultat qui arrive, c'est outil de capture d'écran. Donc c'est une des fonctionnalités, encore une fois, gratuites de Windows. Voilà ce que c'est. Et puis, quand vous êtes en ligne et que vous êtes sur DataShowm qu'on a vu précédemment, on va y retourner. Alors là, c'est un peu plus long. Oh, quoique, je suis sur mon téléphone. Tiens, on y retourne pour rappel. Vous voyez que c'est rapide. Assemblage de cartes, carte maritime. Imaginons que je décide d'aller faire une sortie. Allez. Ici, je dis absolument n'importe quoi là. Je connais pas du tout la zone.
Imaginons que je décide, allez tiens, d'aller dans ce coin-là. Et ben, ce que je vais faire, c'est que j'ai donc mon outil de capture qui est là. Je clique sur Nouveau. Mon écran se met en un peu grisé comme ça. Je clique, je reste cliqué et je sélectionne ma zone de pêche. Alors idéalement, il faut que vous ayez, vous voyez là par exemple, je suis à Saint-Mandrier. Il faut qu'il y ait un nom, un repère quoi, à terre. C'est quand même plus simple, plus simple pour celui qui s'en servira. Une fois que vous avez fait cette capture d'écran là, vous allez dans Fichier, Imprimer. Et c'est tout. Cliquez là, Imprimer et c'est parti. Voilà, je ferme tout ça parce que moi je ne veux pas le faire. Et une fois que vous l'avez imprimé, eh ben avec un papier, avec un crayon, pardon, vous dessinez le parcours que vous envisagez de faire. Et puis vous dites, voilà, moi je pars de là, à tel endroit, puis je pense déparler à 9h. Voilà. Et moi ça m'est arrivé quelques fois de le faire parce que j'avais pas eu le temps la veille de discuter avec mon épouse et de lui dire, tiens, on va à tel endroit, etc. Donc avant de partir le matin, j'ai fait ça, je lui ai déposé sur la table avec le petit-déj. Et puis comme ça, elle savait que on était à tel endroit, puis voilà. Je vous conseille même d'en faire 2 exemplaires. Une fois que vous l'imprimez en double. Et puis le deuxième exemplaire, vous le déposez sur le tableau de bord de votre bagnole. Ce qui fait que si jamais il y a un pépin et que les pompiers ou quoi que ce soit sont au bord de l'eau là, en train d'essayer de vous chercher, il y a toujours la gendarmerie notamment qui est sur le terrain et qui va chercher quelques indices sur les parkings. Donc voilà, c'est toujours intéressant pour eux. Alors vous le mettez sur le pare-brise, mais dans le bon sens, quoi, qu'ils puissent lire si jamais il y avait quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est un petit hack mais intéressant. On est toujours sur des questions de sécurité. C'est pas ça qui fera que vous trouverez du poisson, on en est d'accord, mais ça reste important. Ensuite, on a parlé tout à l'heure de l'obligation que vous avez d'avoir une bouée avec vous pour vous signaler. Moi je vous conseille fortement de noter sur la bouée vos coordonnées. Vous mettez, moi j'ai mis mon nom, prénom, adresse, numéro de portable, et puis j'ai mis le numéro de portable de mon épouse. Donc c'est marqué au marqueur noir indélébile. Et alors pourquoi ça a son importance? Il faut savoir que il peut arriver que vous perdiez votre matériel d'abord. Donc là on parle pas de sécurité, on parle juste de vous perdez votre matériel, quelqu'un la retrouve. Si c'est quelqu'un qui est sympa, il va vous passer un petit coup de fil et puis il va vous la renvoyer. Ça peut arriver que vous ayez fait un nœud qui se décroche, ou tout simplement si vous avez, au lieu d'avoir un grappin, si vous avez juste un plomb au fond et pour peu que vous ayez un peu de jus, que la bouée se barre et que vous vous en rendez pas compte parce que vous êtes pris par ce que vous faites. Donc ça c'est la première raison. La deuxième, et à mon sens la plus importante, c'est dans le cas où vous trouvez, vous, une bouée. Ça nous est arrivé avec un copain, mon binôme justement. On a trouvé une bouée il y a quelques années, et on a donc le cousin de mon binôme qui est pompier, et on bouffait ensemble le midi, et on lui a pas dit qu'on avait trouvé une bouée, et ils en ont parlé que le soir ou le lendemain, et ce cousin l'a un peu engueulé en disant, écoute, t'es con, t'aurais dû me prévenir parce que ça veut potentiellement dire qu'il y a quelqu'un qui est au fond de l'eau, quoi. Et dans ces cas-là, on se doit de déclencher tout le processus de recherche, etc., dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, il faut savoir que quand vous perdez votre bouée, vous devez, c'est le dernier conseil, vous devez impérativement appeler les pompiers en leur disant j'ai perdu une bouée à tel endroit. Comme ça, si jamais quelqu'un les appelle derrière pour leur dire moi j'ai trouvé une bouée, ils vont envoyer aucun bateau. Ça sert à rien de déclencher toutes les procédures de recherche, etc. On sait qui a perdu la bouée, et donc là, vous inquiétez pas, vous n'aurez rien à payer ni quoi que ce soit. Il n'y a rien de grave, mais prévenez-les, ça a son importance. Et puis, marquez vos coordonnées sur la bouée, c'est un dernier avantage que j'ai testé cette année. On s'est fait contrôler en pleine mer avec nos bouées, donc on avait le bateau. On n'était pas obligé d'avoir les bouées avec nous, mais on les avait quand même prises parce qu'on savait qu'on allait... on n'était pas obligé parce qu'on avait déjà le pavillon sur le bateau, mais on se disait qu'on allait rayonner sur une zone un peu plus loin, et puis on allait dépasser les 150 mètres de distance du bateau. Donc on a préféré prendre nos bouées avec nous, et on s'est fait contrôler, et quand les AFMAR sont approchés de moi, quand ils ont vu les coordonnées sur la bouée, ils ont même pas contrôlé ce qu'il y avait dedans. On dit ok, bon ça c'est un mec qui
qui a conscience des dangers, des risques, des machins, et puis du coup, ils sont partis du principe que j'étais quelqu'un de consciencieux, et puis ils m'ont absolument pas embêté, ils m'ont même félicité de ça. Donc, c'est avant tout une règle de sécurité. Voilà, ça véhicule un message aussi sur votre personnalité qui est pas, qui est pas inintéressante dans certains cas. Voilà, c'est juste un petit hack que je voulais vous apporter. Donc, prévenez quelqu'un, notez vos coordonnées sur les bouées, prévenez en cas de perte de bouée, c'est vraiment important pour pas que les pompiers déclenchent plein de choses pour rien. Voilà, on en a fini pour le volet réglementation. C'est pas le côté le plus fun, mais disons qu'il y a quand même des choses à dire sur ces sujets-là, parce qu'il y a les obligations légales, mais il y a aussi le bon sens euh, et tous les petits conseils qu'on peut vous donner une fois qu'on a testé différentes choses. Donc on se retrouve dans le prochain module qui est lui consacré à l'accessibilité. L'accessibilité des sites que vous auriez repérés. Allez, je vous dis à tout à l'heure ou à plus tard.